J'ai toujours cru que j'allais pas pouvoir être enceinte. Moi, j'ai un parcours, voilà, d'endométriose et donc j'avais ça quand même en fond. Et puis en 2019, quand on a eu, voilà, cette envie, ce projet avec mon conjoint, et ben en fait, je suis tombée enceinte tout de suite. Ça a été vraiment le déclic de je vais commencer à prendre soin de moi. Et puis après aussi, j'ai tout de suite eu ce déclic de me dire mais en fait, je suis pas du tout épanouie dans ma vie de salariée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans notre vie de parents et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gap de parents, épisode en duo que j'ai le plaisir de partager avec Mathilde Tietzi. Bonjour Mathilde. Bonjour Sophie, et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie, moi aussi, je suis tellement ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui, Mathilde. Alors Mathilde, pour vous mettre un peu dans le contexte, on se connaît depuis, en fait, on entame notre 2e année de mastermind auprès de Julia Simon et d'un super groupe. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on échange sur nos vies de mère, de femme, niveau professionnel aussi. Donc, je connais assez bien Mathilde et je me suis dit, mais quelle femme incroyable, quelle mère magnifique. J'ai trop envie en fait de vous la présenter et qu'on puisse échanger autour de son expérience de femme, de conjoint, de maman au micro de Gap de parents. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je suis trop contente. Oh, merci pour tes mots, Sophie, ça me touche et je suis aussi trop heureuse. Voilà, on a un super sourire et je pense que ça indique notre degré de joie. Exactement. Alors Mathilde, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots à nos auditeurs, auditrices, s'il te plaît? Oui, alors Sophie, vraiment, voilà, on a cet échange à un moment de ma vie où je suis en pleine transformation, mue, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me définissais comme coach en santé hormonale, donc voilà, j'accompagnais uniquement entre guillemets les femmes qui souffraient de déséquilibres hormonaux, quels qu'ils soient, de par un peu mon parcours. Et en fait, là, depuis quelques mois, je suis, je dirais, plus dans l'accompagnement du corps au cœur, que j'adore, dans le sens où oui, je pars du corps physique, alors déséquilibres hormonaux ou autre chose, voilà, les signaux un peu que le corps physique peut nous envoyer pour avoir tout un cheminement de, alors évidemment, ce qui se passe d'un point de vue physique. Moi, je me base sur un test capillaire qui nous donne une cartographie de ce qui se passe dans le corps. Donc, pour moi, ça, c'est le point de départ. Et puis après, on va vraiment amener les pièces du puzzle les unes après les autres sur 5 mois en se disant, bon, on va aller voir l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique, jusqu'à l'aspect spirituel. Donc, c'est vraiment tout ce chemin de connexion de son corps physique à son âme, à son cœur, à son essence. Voilà ce que je propose. Magnifique. Et j'adore, je me permets de te le partager, ce côté du corps au cœur. Je trouve ça très joli et très toi. Donc, bravo pour ça et ce cheminement. Et à côté de ces magnifiques accompagnements que tu proposes, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre en quelques mots? De toute façon, on va venir en détail, mais Ouais. ça, c'est une partie de ta vie et Ouais, le tout reste à de fait. ta vie. Et bah, le reste de ma vie, bah, écoute, je suis mariée à Mike. On a ensemble 2 enfants. Donc, je suis maman d'une petite fille qui a 6 ans et d'un petit garçon qui, voilà, a 3 ans, va bientôt avoir 4 ans. Et voilà, moi, je vais avoir 38 ans très prochainement. J'habite au Canada depuis 10 ans. Alors, avant le Canada, il y a eu d'autres pays. J'ai commencé par un échange Erasmus, hein, c'est comme ça qu'on, voilà, en Irlande. Et puis après, j'ai eu une première expérience professionnelle en Chine, à Shanghai. Donc, tu vois, rien à voir. Et puis après, je suis retournée un petit peu en France. Et puis après, ben voilà, j'ai atterri au départ à Montréal, donc en 2015. Donc voilà, ça fait même plus de 10 ans. Et puis, je suis restée 3 ans à Montréal. Et puis après, on a décidé de s'installer ensemble avec celui qui est devenu mon mari à Toronto. Donc ça fait 7 ans que nous sommes à Toronto, au Canada, dans la partie anglophone. Voilà.
magnifique. Quel contexte de vie incroyable. Vous voyez, quand je vous ai dit que Mathilde était une femme extraordinaire, je ne pesais pas mes mots, on adore. Et du coup, je pense que tu vas pouvoir amener ton expérience sur les différents pans de ta vie, tes différents rôles, comme j'aime bien les appeler. Et c'est là-dessus que j'avais envie de partager aujourd'hui. Du coup, tu as eu tes 2 enfants que tu étais déjà en Mmh. dehors de la France, du coup, hein, si je calcule bien, on est bien C'est d'accord. ça. Heu, Moi, j'aime bien parler, avec les parents que j'accompagne du changement identitaire qu'est, en fait, de devenir maman ou devenir papa, parce que tu sais bien, je m'adresse aux parents. C'est important aussi pour moi que les papas aient toute leur place. Mais changement identitaire dont on n'a pas toujours conscience ou en tout cas pas tout de suite, hein. Et moi, il y a même des gens que j'ai en coaching qui reviennent après 1 an, d'arrêt de travail et qui ont toujours pas conscience de ça et que je travaille en coaching d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est de voir avec toi, Mathilde, ben, toi, est-ce que tu as une conscience, du coup, de ce changement identitaire en devenant, maman avec ta fille, du coup, il y a 6 ans? Et si tu pouvais nous partager comment ça s'est passé pour toi? Dis-nous tout. Ah, ça aussi, j'adore ta question en fait parce que ça me permet de me replonger dans voilà, il y a quelques années en arrière, le temps, défile et en fait donc moi juste pour faire un en fait, j'ai toujours cru que j'allais pas pouvoir être enceinte. Moi, j'ai un parcours voilà, d'endométriose, très lourd, d'opérations d'ablation du rein suite à des lésions d'endométriose, les organes collés les uns entre eux et donc j'avais un peu ce discours donc ça, c'était en 2017, le fait, de découvrir l'endométriose, d'enlever le rein et cetera et donc j'ai été vraiment dans ce déni et puis dans ce truc de, bah, j'aurais certainement pas d'enfant parce que le corps médical me disait que ça allait être très compliqué au vu de comment, mon corps était et donc j'avais ça quand même en voilà, en fond et puis en 2019 quand, on a eu voilà cette envie, ce projet, avec, mon conjoint et ben, en fait, je suis tombée enceinte tout de suite et pour moi, ça a été un espèce de waouh, quoi, c'est possible. Donc déjà d'une, c'était possible et de 2, j'ai enfin eu le déclic que j'ai pas eu, entre 2017-2018, je l'ai eu en 2019 en me disant: «Bah, là, j'ai envie de prendre soin de moi». Tu vois? J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de commencer à faire attention, à ce que je mange et cetera, mon hygiène de vie, chose que j'avais jamais fait auparavant. Et même avec l'annonce de l'endométriose, j'étais dans le déni, complet. Après, je suis passée, bah, par plusieurs étapes, mais vraiment, j'étais encore dans ce mode colère et la grossesse, l'annonce de la grossesse, mais a été un: «Bon, bah, je prends soin de moi» et donc c'est là où je me suis inscrite dans, donc à l'époque, j'étais salariée, hein, mais je me suis inscrite en parallèle, dans une école de coaching santé, mais 100 pour moi. Si j'avais su qu'un jour j'allais m'en servir après, pour à mon tour, accompagner et en fait, ça a planté plein de graines. C'était sur, 1 an, donc tu vois, j'ai eu, bah, toute ma grossesse et puis voilà et puis je pense que ça a été vraiment le déclic de: «Je vais commencer à prendre soin de moi» et puis après aussi, j'ai tout de suite eu ce, ouais, ce déclic de me dire: «Mais, en fait, je suis pas du tout épanouie dans ma vie de salariée. Qu'est-ce que D'ailleurs. je fais là?» Donc voilà, je pense que ça a été ces 2 grands, penchants qui ont été finalement, assez énormes quand ils pensent, prendre soin de moi, commencer à le faire et puis commencer à me dire: «Mais en fait, je suis pas du tout, à ma place dans le travail que je fais actuellement, quoi». Mais tout ça, t'en as pris conscience pendant ta première grossesse. Mmh. Mais du coup, quand tu as eu ta fille, tu vois, ce nouveau rôle de maman, comment est-ce que Mmh. parce que moi, j'essaie de déconstruire, tu sais, au travers aussi de ces épisodes, le fait de l'amour inconditionnel ou l'amour inné qui devrait arriver soudainement. Alors, il y en a qui l'ont, au premier regard, comme on dit, il y en a d'autres qui ne l'ont pas et du coup qui se questionnent. Tu vois, chacune a son contexte de vie, son histoire, mais c'est intéressant de se dire: «Tiens, comment est-ce que tu as ressenti ces premiers temps de maman?» Il y en a pour qui ça semble simple, même si personne ne reçoit le mode d'emploi, hein. Spoiler alert, personne n'a reçu une petite lettre avec un mode d'emploi, tu sais, à la sortie, ça c'est sûr. Mais il y en a qui se sentent beaucoup plus, Mmh. je sais pas, en phase avec ça dès le début, que d'autres, elles se sentent un peu, tu vois, dissociées par rapport à ce rôle de maman. C'est pas Mmh toujours mh. simple. Qu'est-ce Ah qui non. ça a été pour toi? C'est une alors tu vois dans ça me donne vraiment envie peut-être de ouais de préciser que ce rôle de voilà de la grossesse a été: je prends soin de moi et l'accouchement, le fait de vraiment avoir ce nouveau-né avec moi, ça a été, hyper violent, c'est pas le bon mot, mais c'est vrai que comme tu dis quoi, personne nous prépare à ça. Avec, tu vois, avec mon conjoint, on est en fait, on n'a pas nos familles ici. Alors, on a eu une chance, incroyable, c'est que nos familles, enfin nos parents, respectifs sont venus au moment, tu vois, de la naissance. Donc, Mmh. ça, c'était vraiment, moi aussi, une de mes sœurs. Enfin, c'était hyper précieux, vraiment. Mais ce truc de changement identitaire professionnel,
je l'ai eu vraiment comme ma fille une fois qu'elle était là, quoi. À me dire, et puis, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'au Canada, tu as la possibilité de prendre un très grand congé maternité. Et moi, en fait, j'avais fait le choix de prendre pendant 1 an. Donc, je savais que pendant 1 an, j'allais être H24 avec mon bébé. Et du coup, bah, toute seule, en fait. Comme, bah voilà, il y a la famille qui vient, mais de façon, en fait, assez. Il reste pas, quoi. Enfin, même Bah si voilà. c'est un gros déplacement, il reste pas pour 2 jours non plus. Il reste comme. Non, non, mais tu vois, voilà, c'est pas, ça sera évidemment pas sur l'année. Donc, toi, moi, d'avoir ça en tête, et ben, je trouve que ça donne aussi une autre dimension. Donc, il y en a plein qui vont se dire, effectivement, c'est une chance absolue d'avoir cette année de congé, entre congé maternité, bon, hein, je pense que c'est, voilà. Mais aussi de se dire bah, qu'en fait, c'est aussi bah, hyper fatigant, qu'il n'y a pas forcément de relais, etc. Donc, ouais, ce changement identitaire, ça a été vraiment ça ouais, dans apprécier, essayer d'être en présence, de ne pas avoir cette pression de me dire bah, j'ai le retour au travail, toi, la mise en place, l'allaitement, qui pour moi me tenait vraiment à cœur. Enfin, voilà, donc. Et T'avais puis, le temps, entre guillemets, quoi. Du fait de ça, on exactement. avait une année, des Ouais. rush des 3-4 mois comme on peut avoir en France ou en Belgique. Ouais, Exactement, ce qui est complètement fou quand tu y penses, quoi. Parce qu'un bébé à 3 4 mois, il a juste besoin bah, d'être avec ses parents, quoi. c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, 1 an, ça peut aussi se dire que sans famille, effectivement, ça peut paraître pas long, c'est pas le terme, mais en tout cas assez solitaire, je vais le dire comme ça. Est-ce que tu avais des modèles ou de l'inspiration ou des personnes pour quand même t'aider dans cette année à, tu vois, cheminer en tant que nouvelle maman quand même? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, quand je repense à cette première année, donc j'ai accouché, donc mes parents sont venus, ma sœur est venue, mes beaux-parents sont venus, enfin le frère de mon mari est venu. Et puis après, en fait, on a voyagé assez vite, on est assez vite allé en France. Donc elle était toute petite, ma fille, elle a même pas 2 mois. Et en fait, c'est assez facile de voyager quand ils sont bébés. Tu vois, c'est plus compliqué après, mais quand ils ont la bougeotte. Mais quand ils sont bébés, c'est assez facile. Et puis après, ce qui était génial, c'est que par le biais de son travail aussi, mon conjoint, il pouvait prendre bah, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, il a pris début d'année. Donc tu vois, par exemple, j'ai accouché au mois d'octobre. Donc au final, on a eu la visite. Après, on a voyagé au mois de décembre. Donc voilà. Et puis après, sur le mois de début d'année d'après, on est allé dans sa famille à lui. Donc on est allé au Pérou. Donc on est Ah, repassé quand même par le Canada. Mais après, mon conjoint, donc il a eu la possibilité donc de prendre aussi un congé paternité. Donc on est parti après dans sa famille à lui au Pérou. Donc tu vois, au final, les premiers mois, ils ont été quand même assez occupés finalement. Et puis après, après, il y a eu le confinement, hein. C'était bien à ce moment-là. Donc après, cloué, cloué à l'appart, en plein centre de Toronto et puis à être, bah, vraiment, tous les 3 quoi. Là ouais, c'est ça, parce que ton homme, du coup, il était aussi à la maison. Il y avait plus de déplacement, quoi, du coup. ah bah, là non, à ce moment-là, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et après, du coup, ta reprise du travail, parce que bon, même si on a 1 an comme ça, il y a un moment donné où on sent quand même qu'il y a la deadline qui se rapproche. Comment tu l'as ressenti, puis comment tu l'as vécu surtout à l'époque? Et ben, je me suis dit, donc tu sais le congé maternité encore je mets des Ouais, oui, bien sûr. On est bien d'accord. donc c'est on peut prendre 1 an jusqu'au max 1 an et demi. Et quand moi j'ai repris au bout de 1 an, donc au mois d'octobre, de l'année donc 2020. J'avais ce truc de oh non, c'était trop court. Finalement, tu sais, elle a 1 an, donc on commence vraiment à partager plus de choses. On commence à sortir vraiment de ce stade bébé, quoi. Donc il y a eu un peu de frustration. Et en même temps, on avait trouvé vraiment une super solution, c'est-à-dire qu'on avait une nounou qui venait la garder, mais chez nous. Donc, c'était vraiment, idéal. Donc pendant, quelques mois avant qu'elle commence la crèche. Et elle a commencé la crèche, tu vois, au bout d'1 an et demi. Donc bah, moi, je travaillais, principalement depuis chez moi. Et en fait, donc la nounou, elle était là à me dire: «Oh, elle aimerait bien un petit peu de lait». Alors, je dis: «Ah bah, là, je peux pas, mais voilà». Donc tu vois, c'était un peu ça, de savoir qu'elle était en sécurité à la maison quand même, pas loin de moi, de nous. Et donc ça, c'était vraiment une super solution. Alors, provisoire évidemment, c'était prévu que sur quelques mois, mais après voilà, elle a commencé la crèche et puis le retour au boulot, bah, c'était vraiment ce sentiment de: «Qu'est-ce que je fais là, quoi?» Mais vraiment. En Ouais, plus, ta grimace, c'était magnifique, alors. ah ouais, On a bien vu.
des déplacements aussi. À ce moment-là, j'avais des déplacements professionnels à travers l'Amérique du Nord. Donc, sur le papier, c'est trop bien. Sauf que quand tu deviens maman, bah, en fait, j'avais plus du tout envie, quoi. Et tu vois tellement, ouais, et pareil, ouais. Oui, voilà. Et Tu vois, toi, ce t'as pas sentiment envie de te séparer de ton enfant, quoi. Ouais. bah, c'est ça, alors que finalement, elle était déjà, entre guillemets, assez grande, mais même, en fait. Je- Donc, voilà, le retour au travail, ouais, ça avait été ouais, quelque chose quand même. Et t'es quand même restée dans cette situation-là jusqu'à tomber enceinte, du coup, de ton fils? Ou Ouais. t'avais déjà shifté à l'époque Et ben, à l'époque, j'accompagnais en parallèle des femmes qui venaient à moi, qui souffraient d'endométriose, des femmes qui, voilà, par du bouche à oreille. Donc, à ce moment-là, c'était pas du tout une activité, ouais, c'était vraiment bénévole et puis fait vraiment avec beaucoup de compassion, quoi, tu vois. Et donc, je faisais en parallèle. Et puis après, donc j'ai fait ça. Je faisais mon travail, je profitais de ma fille et en parallèle, j'accompagnais des femmes, voilà. Et puis après, j'ai demandé, je crois que quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc tu vois, il est né en 2022, à avoir mes mercredis pour pouvoir avoir une journée, entre guillemets, entière à me consacrer aux accompagnements. Parce qu'en fait, bah, j'avais envie de plus, quoi. Donc, mais sans, encore une fois, sans une idée derrière de me dire qu'un jour, j'allais en faire, tu vois, mon métier. Voilà, j'étais, enfin, je suis toujours, mais hyper curieuse, toujours là à me former à droite, à gauche. Donc, voilà, l'envie d'apprendre. Et, euh, et donc, ouais, à partir de 2021-22, bah là, après, quand j'ai eu mon fils, j'ai demandé tout de suite 1 an et demi de congé. Et surtout, j'ai posé les bases en disant, en fait, bah, je suis pas du tout épanouie dans ce que je fais, plus du tout alignée. Donc, je fais mon congé maternité pendant 1 an et demi, mais après, je retournerai pas travailler. là, c'était déjà clair dans ta tête et dans Ouais. ton cœur Ah que ouais, tu ouais. n'y reviendrais pas, quoi. D'accord. Bah oui. À ce moment-là, je savais pas encore exactement comment ça allait, voilà, évoluer. Évidemment, je le savais pas, mais je savais juste que j'étais tellement plus, je me sentais tellement plus à ma place. J'avais vraiment eu cette impression de, bah, j'ai essayé quoi, j'ai ramé, ramé, j'ai essayé, et jusqu'au moment où finalement, j'avais plus du tout envie quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah Et oui, donc, c'est clair. ça a été quand même, finalement, la maternité, ça a été un énorme, ouais, shift dans le sens où c'est bah, aussi à ce moment-là que ouais, j'ai créé mon entreprise. Voilà, c'est ça qui a fait que je devienne, tu vois, à mon compte entrepreneur aujourd'hui, quoi. Donc, Mm. depuis 2000, ouais, 2022, j'ai fait toutes mes démarches pour mes créations, voilà, penser à mes offres, etc., de services. J'avais mon bébé avec moi, mon fils, donc qui est né en 2022. Donc j'ai tout fait avec lui en fait. Mes formations. Pendant cette année et demie, en fait, tu as commencé tout ça à ce moment-là. Waouh. Exactement. Donc c'est vrai quand j'y repense et en même temps ça et ben tu vois, j'étais très épanouie dans mon rôle de maman parce que donc mon fils il est resté 1 an et demi avec moi et en même temps, c'était un peu ma bouffée d'oxygène de penser à comment j'allais pouvoir accompagner, de mettre dans la matière petit pas par petit pas. Donc toi, je me suis fait accompagner par une coach géniale pour m'aider en fait à avancer parce que sinon je sais que de moi-même, bah en fait, j'aurais jamais avancé comme j'ai avancé à ce moment-là quoi. Ça. Parce que du coup, tu avais quand même deux enfants, parce que ton fils est arrivé, mais tu avais quand même déjà ta fille aussi. Donc, C'est ça. C'est vrai, en là, bas Z, ouais, au final. Après, c'est vrai qu'elle, ça roulait bien, la crèche, tout se passait bien, à côté, pas très loin de chez nous. Enfin, toi, la petite routine, quoi, finalement. Mais c'est vrai que je me dis, avec le recul maintenant, ah, c'était trop bien de se lancer à ce moment-là aussi, quoi. mmh, magnifique, magnifique. Et qu'est-ce que c'est du coup d'avoir deux enfants avec, donc toi, tu es française et ton homme, du coup, il vient du Pérou. Il a aussi la nationalité américaine, tu m'as dit. Donc, vive la multiculturalité à la maison, j'adore. Comment ça se passe du coup d'élever des enfants au milieu de différentes cultures? En plus, vous bougez pas mal, hein. Tu parlais de ta fille tout à l'heure, la vraie globe-trotteuse déjà sur sa première année, j'adore. J'imagine que ton fils a été un peu pareil. Donc, du Ouais. coup, comment ça se passe à la maison? Alors ça se passe que donc oui en fait mon mari il a fait voilà il est né aux États-Unis mais il est parti au Pérou très rapidement après enfin il était toujours au stade bébé et donc il a fait toute sa vie au Pérou enfin après il a fini aux États-Unis c'est d'ailleurs là qu'on s'est retrouvés mais bon bref comment c'est eh ben c'est très multiculturel c'est très international c'est absolument génial c'est un aspect finalement on a tellement la tête dedans qu'on s'en rend même pas compte je crois alors que pour les enfants, c'est un avantage absolument énorme.
Donc moi, depuis qu'ils sont tout bébés, je leur parle que en français. Parce que, Ouais. Marie, on est d'accord, vous parlez anglais, du coup. avec mon mari, on parle en anglais. C'est Voilà. ça. Mais moi, quand je m'adresse à mes enfants, je leur parle que en français. Et au début, j'étais vraiment démoralisée parce que donc ma fille, au début, elle allait dans toute sa crèche, elle l'a fait en anglais. Et en fait, elle parlait pas. Donc déjà, mes enfants, ils ont parlé un peu plus tard, mais en même temps, rien d'anormal. Et elle me répondait tout le temps en anglais. Et donc, je me disais, mais c'est pas possible. Elle va jamais parler français. Même quand on allait en France, elle répondait, bah ouais, à côté de ma famille en anglais, etc. Et puis, en fait, il y a eu du jour au lendemain. Et en fait, voilà, elle s'est mise à parler. Après, elle a commencé l'école en anglais, l'école en français pour le coup. Et donc là, ça a beaucoup aidé. Donc, il y a l'aspect évidemment, ouais, langue, hein, linguistique. Je pense que c'est le plus gros avantage. Donc, mon mari, il leur parle un petit peu, ils comprennent l'espagnol, ils le parlent pas forcément, parce que c'est vrai que mon mari, il a plutôt tendance à leur parler en anglais. Aussi, ses parents, à lui, ils aiment bien parler en anglais, donc tu vois, voilà, quand les échanges, ils sont plutôt en anglais. Et en même temps, au début, j'étais un peu, ah, mais c'est trop dommage, comme ça, leur apprendre l'espagnol, en fait, tout de suite. Puis après, je me suis dit, bon, allez, lâche l'affaire, c'est déjà énorme qu'ils parlent français et anglais. Ils auront le temps d'apprendre l'espagnol. Et tu vois, là, en fin d'année dernière, on est parti au Pérou et en fait, mes beaux-parents, ils avaient trouvé une ancienne instite qui venait tous les jours pour faire des activités avec les petits et donc leur apprendre l'espagnol. Et c'était vraiment génial, en fait. Donc voilà, doucement. Mais ils ont pris le pas de le parler, du coup, avec. Ah, ma fille, ouais, c'est plus simple entre guillemets pour elle de bien le comprendre. Mon fils, je pense qu'il le comprend aussi. Ce qui est génial, c'est que donc mon fils là actuellement, il est à la crèche. Hein, il est encore trop petit ici pour l'école. Et en fait, ça, c'est voilà une crèche francophone, mais par exemple, ça a son enfin sa maîtresse, elle est d'Amérique du Sud aussi, donc elle lui parle en espagnol. Et en fait, je trouve ça génial. Moi, je lui dis non, mais parle-lui pas trop en français, c'est bon, parle-lui plutôt en espagnol parce que moi, le français, je peux m'en occuper à la maison. Donc, Ah, et malgré ça, entre eux, les enfants, ils parlent en anglais, tu vois. C'est drôle. Bon. ils parlent en anglais entre eux, du coup. Ouais. Ouais, même à la crèche, ça a beau être une crèche francophone, les petits, ils ont encore ce truc ils se parlent en anglais. Et mon fils et ma fille, quand ils se parlent, c'est plutôt en anglais, ouais. Magnifique. Des enfants qui ne réfléchiront même pas à quelle langue en quelle langue ils parlent parce que ce sera complètement inné, donc c'est génial. Mais c'est un super avantage, c'est vrai. C'est C'est vrai. le cadeau, quoi. Ouais. Mais du coup, cette multiculturalité, il n'était pas facile ce mot-là, mais je l'ai eu d'un coup, je suis fière de moi. Tu vois, je pense que quand on crée une famille comme ça, ma croyance, c'est qu'on arrive chacun avec notre propre éducation, notre propre histoire, mais en plus, vous amenez aussi chacun votre culture dans cette famille que vous construisez ensemble. Et ça se traduit comment chez vous? Parce que c'est pas toujours facile non plus de trouver un chemin commun pour l'éducation de nos enfants. Et je me dis qu'avec une culture en plus différente, bah, ça peut amener d'autres challenges. Oui, ça, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, je pense que au final, tu vois, dans la façon dont on a été, je pense peut-être éduqués, alors c'est pas que c'est similaire au final, mais ouais, il y a pas une énorme différence, mais là, je pense que la clé, en tout cas, effectivement, il y a des différences au niveau de comment on a été éduqué, ça c'est évident. C'est bah en fait, ouais, de bien en parler, en fait, de bien en parler, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément abordé avant d'avoir les enfants. Donc, c'est un sujet à absolument aborder une fois qu'ils sont là et une fois qu'ils sont encore petits, mais c'est vrai que dans le quotidien, je sais pas, tout se fait tellement naturellement. Tu vois? Et puis même quand on va au final, soit en France, soit au Pérou, bah, c'est absolument, génial pour eux de voir, les différences. Parce que c'est vrai que là, pour le coup aussi, d'un point de vue, pays, bah, c'est pas du tout la même chose non plus, tu vois? Donc je dirais que, ouais, c'est la curiosité, c'est aussi la nourriture, tu vois? Voilà, découvrir, aussi bien les plats un peu, français, que péruviens, c'est, la musique, c'est, voilà, c'est ça en fait, tout se fait naturellement. C'est Et dans le rôle des parents aussi, hein, je dis pas qu'on s'implique, mais il y a rien à faire, on s'implique quand même chacun différemment, surtout dans des moments de vie différents. Mais il y a aussi une posture du parent, de la maman et du papa qui sont potentiellement différents d'un pays à l'autre. Et donc je me mmh, disais, moi j'avoue, j'y connais rien par rapport à la culture du Pérou, par rapport, ben, déjà à la parentalité, la place de la femme, de la mère, tu vois? Je sais pas, si c'est aussi, dans l'éducation des hommes, d'être, fort présents dans leur famille, tu vois? Je sais pas. mmh.
si tu as des choses à nous partager par rapport à ça, mais c'est intéressant, je trouve, de voir, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. C'est culturel, mais en même temps, nous, on est vraiment, au Canada, tu vois? Donc c'est vrai que comment ça se passe au Pérou, bah, je sais pas non plus, Et tu exactement. viens quand même avec ce bagage, tu vois son expérience propre, ses origines, son éducation, tu vois? Donc je me dis qu'on arrive tous avec notre bagage, déjà de base notre sac à dos, mais ici le sac à dos, il est encore différent du fait que, ben, c'est aussi, tu vois, une autre culture. Donc je me dis que Ouais. ça doit être aussi, de temps en temps, tu raison, alors déjà c'est la clé, je pense, la base d'en discuter et bien de se mettre d'accord, mais je me dis qu'on ne doit pas tous avoir la même définition de la place de la mère, de Mmh. la femme, du père. Tu vois, on est quand même en plein changement de paradigme aussi, je trouve, par rapport au père, en tout Mmh. cas dans nos pays. Tu vois, les pères qui essayent de prendre de plus en plus de place dans leur famille et être là et être présent, ce qui n'est pas toujours facile pour eux. Ben, je sais pas, par exemple, tu vois, si lui, c'est quelque chose de culturellement qui se fait, si, alors s'il a envie de le faire, c'est encore autre chose, tu vois par rapport à la culture, tu vois, mais c'est intéressant, je trouve, de voir. Mmh. Bah, en tout cas, c'est vrai que, enfin, en tout cas, de comment je le vois, c'est que, ouais, il est hyper, à fond, tu vois? Hyper impliqué et je pense que comme on s'est retrouvés rapidement dans ce truc de, bah, on est que tous les 2 et Mm. que, bah, il voyait bien que moi, j'étais aussi, complètement, KO, bah, en fait, il s'est, ouais, investi et énormément dès le début et aussi le fait qu'il ait ces quelques semaines, ces quelques mois, surtout pour notre fille. Après, il a changé de travail, donc tu vois, il y avait pas la même politique, pour l'arrivée de notre fils, mais de de vraiment être H24 avec un bébé, il a vu ce que c'était et il a vu à quel point c'était fatigant. Donc donc voilà, mais c'est vrai que son rôle de papa, ouais, il est hyper pour lui, c'est bah, la famille de toute façon, c'est la valeur numéro 1, tu vois, pour lui et pour moi aussi, donc en tout cas, on se retrouve bien là-dessus. Et donc oui, ça prend différentes formes, mais au final, je pense qu'on est, ouais, une famille comme une autre, quoi, tu vois? Ouais. Même si je pense que chaque famille a ses spécificités et qu'on évolue tous et qu'on crée au fur et à mesure. Mais du coup, je sais aussi de nos nombreux échanges que ton mari voyage beaucoup. Mmh. Et donc, que tu as régulièrement des semaines sola, comme tu les appelles, hein, dans le Ouais. groupe. Sachant que, comme tu l'as partagé, bah, vous n'avez pas vos familles qui sont Mmh. proches de nous non plus. Donc, moi qui ai vécu une de mes premières semaines de maman sola récemment, ode à toi et ode à toutes les mamans sola, que ce soit régulièrement ou tout le temps, franchement, bravo, parce que c'est encore une autre dimension de la maternité. Donc, est-ce que tu as envie de nous partager un peu, je sais pas ce que ton ressenti, ou bien est-ce que tu as des petits tips, est-ce que tes enseignements, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ces temps-là? Mmh. Merci Sophie, c'est super. C'est vrai que, alors je vois plein d'aspects que je peux évoquer. Le 1er, c'est que oui, il y a pas mal de déplacements, donc là, ces derniers temps, c'était un peu plus intense que «la normale» entre guillemets. Mais en fait, que je suis hyper, fière et hyper reconnaissante d'avoir, et ben, mon activité. Parce qu'en fait, d'être, voilà, ma propre, chef, parce qu'en fait, ça serait très, 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 très compliqué de gérer un emploi de salarié avec les «contraintes» que ça a entre guillemets, notamment au niveau des horaires et cetera, quand je suis toute seule. Parce que, parce que le Canada, oui, c'est super. Après, le rythme est différent que celui, je pense, en Belgique ou en France. Donc, tu vois, l'école, elle commence tôt, mais elle finit tôt. Et donc, pour moi, pour notre famille, c'est important que on se retrouve, tu vois, pas à 19h le soir après la garderie ou quoi. Donc, on passe voilà, des bons moments les après-midi. Alors après, je dis pas que voilà, ça correspondrait à tout le monde, mais donc tout ça pour dire que moi, je récupère ma fille. En fait, je suis devenue organisée, Sophie. Je n'ai pas eu le choix. Ah, Parce que vas-y, dis-nous tout. bah oui, parce que quand je pense à une journée type, quand je suis toute seule, le matin, c'est vraiment, presque à la minute près, pour qu'on voilà, pour que ma fille, elle part prendre le bus, qu'après j'emmène mon fils à la crèche parce qu'ils sont pas au même endroit, qu'après moi je rentre, que je prenne soin de mon système nerveux, que j'aille me faire une petite balade avant de commencer ma journée, derrière l'ordi, tu vois? Que Bien ce sûr. soit les accompagnements et tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, ça c'est le matin. Je récupère ma fille l'après-midi, au bus en général. Si c'est à l'école, c'est encore plus tôt. Donc voilà. Quelle heure du coup, plus ou moins? Donc ma fille au bus à vers 3h Hmm. et puis sinon, il faut que je parte de chez moi quand je la récupère à la fin de l'école vers 2h, 2h15.
Donc, tu vois, 14h, 14h15. Donc, c'est des journées qui sont très courtes. Donc, autant il faut être bien organisé, puis bien, entre guillemets, efficace dans ce que j'ai envie de faire dans ma journée. Parce que, en fait, les heures défilent, quoi. Et donc, en général, quand même, je la récupère au bus. Donc, on va dire 15h, 15h30. Je vais récupérer mon fils. Enfin, on va récupérer mon fils à la crèche. Et puis après, hop, on fait plein de choses qui vont en vie. On passe du temps ensemble, etc. Donc, tu vois, les journées, elles sont quand même, ouais, bien rythmées, bien chargées. Et je sens que ces dernières semaines, là, ces derniers temps, je suis vraiment en train de trouver des choses qui me font du bien pour m'apaiser parce que toute l'année dernière, je pense que mon système nerveux, il était vraiment au plafond avec ce rythme à tenir et tout ce qu'il y a derrière, le fait d'être maman, le fait d'être à son compte, etc. Que voilà, je pense que j'avais un système nerveux assez activé. Donc là, c'est vraiment mon intention de faire, tu vois, les marches. En fait, de faire des activités ressources qui me rechargent avant que je commence ma journée. Même si c'est 5-10 minutes, tu vois, pour être bien dispo. Voilà. Ouais. Ça ressemble à ça à peu près mes journées. Donc les soirées, je te passe. Mais bon, après, voilà, une fois qu'on est dans ce. Et nous, c'est plutôt du coup aller te coucher tôt ou bien c'est plutôt à dire, bah non, bah, je vais recommencer à travailler, je Moi, vais. ouais, Écoute, toi. c'est une bonne question. Quand, par exemple, il y a des choses que j'ai à faire qui me demandent pas une très grosse disponibilité mentale. Des fois, je rouvre l'ordi, par exemple, tu vois, monter un podcast ou voilà, des choses comme ça. Mais je serais incapable de faire quelque chose. Je suis pas du tout du soir, en fait. Moi, je suis du matin. Donc, je me couche tôt, à 21h30, je dors. Mais par contre, je me lève tôt aussi. Parce que le bus, il est à 7h30 le matin, tu vois. Donc, faut qu'on soit. Donc, on a un peu, voilà, tout ce rythme de on se couche plutôt tôt, on se lève plutôt tôt. Et puis après, voilà, les journées s'organisent, s'orchestrent comme ça. Mais Ouais. Je pense qu'il y a deux écoles, hein. Il y a des parents qui aiment bien, et moi j'en faisais partie avant, de se dire, bah, quand les enfants dorment, du coup après, bah, on retrouve un peu de liberté, entre guillemets, donc on a envie que la soirée s'allonge en se disant, bah, c'est mon temps à moi, mais en même temps, du coup, tu vas te coucher tard, du coup, tu es fatigué parce que, ben, il n'y a pas de secret, soit c'est toi qui te lèves tôt, soit les enfants se lèvent tôt, hein. Il y a pas, moi j'ai un petit coq à la maison, donc il dort mieux cette nuit, mais par contre, c'était un petit coq du matin, donc voilà. Et maintenant, je suis plus à l'inverse, à me dire, non, je vais dormir tôt, quoi. Mm. Donc, Ouais. je comprenais pas avant les parents qui me disaient, oui, mais moi, tu sais, à 22h, je dors que, ouais, mais 22h, c'est le début de la soirée. Ben non, ça se terminé, moi. 21h30, ou 22h, soyons fous, je vais me coucher. Et c'est beaucoup mieux. Je te rejoins vraiment. Ouais, le sommeil, c'est la clé. C'est tellement sous-estimé, mais c'est tellement important que en faire une priorité, franchement, je peux pas dire le con. Quand tu redeviens maître de ton propre sommeil, c'est-à-dire quand tes enfants dorment, c'est un autre sujet, mais je veux dire, voilà, Ouais, vraiment chanceuse. C'est vrai que de ce côté-là, ouais, mais c'est un vrai sujet, le sommeil, c'est clair. c'est clair. Et je pense que l'organisation, il y a des personnes qui disent non, moi je veux être libre, je ne veux pas tout régler. Je sais plus comment on dit avec le papier à musique, enfin, tu vois que ce soit réglé tip-top comme ça. Et en même temps, moi je me rends compte que plus tu es organisé, plus du coup tu as de la liberté du fait que tu es organisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est c'est sûr. important aussi de pouvoir, alors pas tout régler effectivement à la minute près, parce que sinon t'as pas de place effectivement pour de l'improvisation ou quoi que ce soit comme changement, comme quelque chose à rajouter dans ton agenda. Et en même temps, c'est important que les temps clés soient bien réglés, sinon ben on perd la main. Et c'est vrai, moi je l'ai remarqué aussi la semaine passée, je connaissais les temps forts où là je savais que c'était important d'être picobello à l'heure, mais le reste après on s'est modulé autour. Et je te rejoins beaucoup sur le système nerveux du matin, parce que moi, effectivement, tu sais, quand tu regardes les morning routines sur Internet, ces nanas qui commencent super tôt, qui seront Ah, 45, et- mais vous n'avez pas d'enfant. De un, vous pouvez dormir comme vous voulez, et le matin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, effectivement, la réalité est que de un, je me lève pas spécialement de moi-même, hein, c'est moi qui décide quand on se lève. Et puis après, jusqu'à ce qu'il soit lui aussi dans son bus. Ben, en fait, moi aussi, c'est assez costaud. Et je crois que pour beaucoup de mamans, beaucoup de parents, c'est le cas le matin. Donc, du coup, quand on dit oui, prenez soin de vous le matin, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, moi, j'ai appris à mettre ce temps, effectivement, après, avant de voilà, travailler. Et ce super. que je partage aussi aux mamans ou aux parents que j'accompagne, c'est de se dire, OK, bah, vous, si c'est un trajet boulot, eh ben, profitez de ce temps de trajet ou mettez quelque chose avant le boulot si c'est possible ou sur le temps de midi, peu importe, mais prenez un temps pour vous, pour faire quelque chose. C'est super important. Et comme tu dis, même 5-10 minutes, c'est déjà ça, quoi. C'est Ah, mais tellement vraiment. important qu'on redescend pour ne pas arriver déjà au boulot avec un système nerveux ultra activé. Ouais. Tu ne redescends plus, quoi. Ah non, c'est sûr. Je te rejoins trop. Ouais, ouais. C'est super important. Je crois que c'est une des clés vraiment
pouvoir arriver à faire ses journées, c'est pouvoir se dire: «Attends, dans le matin, je me cale quand même, tu sais, un petit truc», c'est important. Puis nous qui sommes dans l'accompagnement aussi, bah, pour être aussi en pleine présence avec les personnes que tu accompagnes, bah, c'est bien aussi d'avoir pu faire le tri, nous-mêmes, avec nos propres systèmes nerveux pour pouvoir être là aussi, pour les personnes qu'on accompagne qui quand même, ça demande quand même une certaine énergie, une certaine présence donc je trouve ça, ultra important. Mmh. Non, non, ça c'est sûr. Et ce serait quoi ton, par rapport à ces semaines, parce que là, on vient de parler des aspects positifs. C'est quoi les temps un peu plus, compliqués pour toi où tu te dis: «Ouah là, c'est Mmh. quand même des moments», tu vois? Mmh. Et ben, en fait, c'est très clair, hein. Je pense il y a franchement, je peux pas dire que tout n'est pas parfait, hein, loin de là. Donc je suis hyper contente qu'on en parle. Tu vois, quand, je suis, toute seule avec les 2 fins de journée qui sont, complètement, bah, crevées et qu'en fait, bah, tu vois, évidemment, ils vont se tirer un peu dans les pattes et en fait, des fois des fois, oui, j'ai tout à fait la disponibilité mentale, émotionnelle et cetera et puis, bah, des fois, pas du tout donc là, vraiment, je peux qu'inviter les femmes ou même les hommes qui vont écouter, tu vois, à essayer bah, d'avoir leurs propres outils. Tu vois, moi, ce que je peux faire, par exemple, quand ça vient m'activer, trop fort, je leur dis: «Écoutez», bon, je leur dis pas de façon si calme, hein, mais «Écoutez, j'ai besoin de 2 minutes toute seule et je vais m'enfermer dans une petite pièce». Alors après, peu importe ce que je fais, soit je fais un peu tu vois, du tapping, de l'EFT, soit je vais, faire comme si je criais, soit je vais vraiment taper des pieds. En fait, ce que je leur dis quand ils ont trop de colère, de faire, je vais me l'appliquer à moi-même. Histoire de redescendre et de retourner vers eux en mode: «Bon, voilà». Mais On continue. qui sera Maman a pris son temps, on continue. Ouais. et ouais, je dirais que c'est ça pour moi le plus challengeant, et aussi c'est quand, je suis en mode, solo et que franchement j'ai mes règles et que j'ai juste envie, c'est de me poser et en fait, bah, là tu peux pas forcément, quoi. Donc ouais, énorme, énorme, énorme respect, et plein d'amour à tous ces parents en mode solo parce que, voilà, moi, c'est quelques jours par-ci par-là, voilà, un peu plus intense ces dernières semaines, mais sinon, voilà, au final, c'est, pas non plus mon quotidien, quotidien, tu vois? Mais, c'est vraiment, ouais, il y a plein d'aspects, un peu challengeants quand même, quoi. Bah oui. Préparer les repas, en fait, toute l'organisation du quotidien, en fait, maintenant, tu vois, je suis hyper, donc organisée, tous les affaires, ils sont prêts, de la semaine, ils sont prêts, soit le dimanche soir, soit je le fais en 2 fois si, tu vois, au niveau des lessives et tout ça. Le fait que je travaille depuis la maison, bah, évidemment, j'essaye de caler des petits temps pour, tout ce qui va être lessive, lave-vaisselle, des trucs comme ça. Puis par contre, maintenant, j'ai arrêté de faire ça, mais avant, je cuisinais même sur, mon temps quand j'étais, à la maison. Mais en fait, j'avais vraiment, vraiment, si je voulais aller faire mon sport, si j'avais vraiment plus du tout de temps dans ma journée de «travail» entre guillemets. Donc maintenant, je fais voilà, le repas, des choses simples, mais presque au fur et à mesure et quand j'anticipe, c'est super quand je fais un peu de batch cooking, mais franchement, c'est pas non plus mon quotidien, quoi, hein. Donc je fais Mmh. des choses très simples qui prennent pas longtemps. Pour moi, c'est, voilà, et puis de dire que tout est OK, en fait. De pas me mettre une pression, comme j'ai pu me mettre il y a quelque temps en mode, «Qu'est-ce qu'on va manger? Ça va pas être équilibré» et cetera. Bon, écoute, voilà, voilà. Donc Moi, ouais, j'ai découvert le Picard en Belgique parce que Picard, c'est français de base, mais on a aussi des Picards en Belgique. Et mon Dieu, mais quelle révolution! voilà. Et j'avais pris des Il cours y a pas de aussi, pizza, mais ah oui, mais j'imagine que tu as quand même, enfin voilà, des des choses, possibilités comme sur ça. oui, oui. Voilà, et qu'on n'est pas obligé de cuisiner frais tous les jours, tu vois? Et moi, j'avais suivi des cours de nutrithérapie à une époque aussi pour prendre soin de moi, tout comme toi. Ah. Et j'avais appris que, OK, quand c'est pas frais, ben, surgelé, ça a été, bon, c'est mieux de les prendre bio et cetera, mais ça a été cueilli directement et congelé, donc toutes les vitamines sont toujours là. Et donc, allons-y quoi, simplifions-nous la vie que de passer des heures en cuisine, frustrés, après à s'énerver sur ses enfants parce que maman doit cuisiner pendant, 1 heure tous les jours. Enfin, c'est pas une vie Ah non, non, oui. Non, c'est sûr. possible, et qu'il y en a qui veulent passer toute leur week-end à faire du batch cooking, OK, ben, moi je ne sais pas, mettre ça dans mon week-end non plus, donc Moi non plus, ouais, ah, ouais, tu au vois? contraire. Bon, redescendons un petit peu la barre s'il vous plaît parce qu'on est bien C'est conscient. ça. On nous dit qu'on doit tout faire et en même temps dans la réalité, c'est pas possible, et c'est pour ça que ce podcast existe aussi. Et Mathilde, s'il te plaît, dis-le avec moi, on ne peut pas tout faire tout le temps. On peut pas tout faire, c'est impossible. On est d'accord, choisissons nos, j'ai pas envie de dire combat bataille, parce que c'est négatif, mais choisissons nos priorités. Voilà, je l'aime bien celui-là. Mmh. Priorités. Et donc du coup, Mathilde, tu nous dirais que ton plus gros challenge de maman en ce moment, c'est quoi toi? Pour le Ah moment? bah,
Ah bah là, je te le dis direct, c'est venu direct. C'est pour moi là, c'est le quand je suis toute seule et qu'il y a plein de neige au Canada, là, c'est mon plus gros challenge. Voilà, de conduire, de faire, voilà, c'est ce qui m'active le plus et c'est un vrai sujet, quoi. C'est pas juste. Donc je dirais que c'est ça et puis après oui, de gérer un peu les petites ouais, embrouilles, on va dire, les embrouilles entre mes deux enfants, mais franchement, ça va. Franchement, je me sens vraiment chanceuse. C'est pas non plus du tout au quotidien, quoi. Comme Donc tu là, dis, de nouveau, c'est l'hiver canadien. c'est parce qu'ils vont t'activer de nouveau un petit peu ou c'est le fait que tu les vois se disputer et ça t'embête et t'aimerais bien, tu vois, Ouais. les images projetées, ah mais non, ils sont bien censés bien s'entendre, tu vois. C'est quoi qui te challenge? Non, mais écoute, quand tu vois, en te le disant, je me rends compte que vraiment ils s'entendent bien. Mais après évidemment, ah, c'est normal, quoi, aussi. Je pense que c'est de les voir et que, en fait, tout se ramène à moi, hein. C'est moi que ça vient activer. Et en fait, nos enfants sont aussi nos meilleurs guides dans le sens où, bah, moi, c'est aussi depuis que je suis devenue maman que bah, tout ce travail un peu côté émotionnel, de faire le travail sur moi, en fait. Donc je les remercie parce que sans s'en rendre compte, en fait, c'est un super cheminement, alors qui est pas du tout toujours confortable, mais qui est primordial à mon sens quand on devient parent, en fait, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas fait pour crier sur nos enfants non-stop, en fait, pas du tout. Donc ouais, je les remercie dans le fond. Bah, tu fais bien et je les remercie aussi tous nos enfants et il y a quelques semaines, je suis allée à une conférence sur le burn-out parental et la Mmh. personne expliquait, elle recontextualisait, comme je le fais beaucoup aussi dans mes conférences autour de la parentalité d'avant, la parentalité d'aujourd'hui qui est quand même très différente. On est dans une autre éducation de nos enfants, tout en nous réparant nous-mêmes de ce qu'on a vécu et de ce qu'on veut pas reproduire et qu'on veut mieux comprendre et faire différemment. Enfin bref, on se met quand même une fameuse aussi charge sur les épaules. Mais un truc qui m'a vraiment flashé, c'est quand elle a dit, en fait, on devrait tous commencer un travail sur nous-mêmes juste avant d'avoir nos enfants. Parce que comme tu dis, nos enfants, ils vont tellement venir nous chercher, tu vois, dans nos blessures, dans notre ego, ils sont un effet miroir de dingue qu'en fait, bah, il y a des fois, malheureusement, il y a des parents qui s'épuisent ou qui finissent en burn-out, tu vois? Et c'est là qu'on commence un travail sur soi-même. Et je prêche, moi, j'ai eu ça aussi, à l'époque. Avant, je mettais les mots sur un burn-out professionnel, mais clairement, il y a quand même eu une incidence, familiale, dans ce burn-out à l'époque. Et je n'ai commencé à travailler sur moi-même qu'à cette époque-là. Mais quel dommage! En fait, dans notre parcours, je pense, de parents, tu vois, tout ce qu'on fait en préparation, on devrait tellement tous aller limite en thérapie, travailler sur nous-mêmes pour s'éviter aussi plein de choses tu vois ce que je veux dire par la suite? Et découvrir des mécanismes de fonctionnement, comment réguler nos émotions, quelles sont les émotions qui nous activent le plus, du coup, quelles sont nos ressources? Parce que tu parlais des temps de Mmh. ton temps, tu vas t'enfermer, tu vois? Et faire ton truc, mais en même temps, tu dois bien te connaître aussi pour savoir ce qui va te soulager à ce moment-là, tu vois? Ouais, Tout c'est ça, vrai. ça travaille, donc pour moi, ce serait tellement génial qu'on puisse faire tout ça en amont et Mmh. pas, après se prendre, s'être pris un mur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je comprends et en même temps, j'ai un peu cette impression qu'on a besoin d'un truc déclencheur malheureusement, tu vois? C'est comme, les femmes, qui commencent à prendre soin d'elles, au niveau de leur santé après avoir eu un truc vraiment grave. Mais c'est trop dommage et en même temps, bah, on passe c'est comme si on avait cette impression de, bah, il faut tu vois? Faut y aller pour commencer et donc oui, je te rejoins tout à fait. Je pense la même chose que toi, Sophie et en même temps, je me dis, ben, dans la réalité, dans les faits, ben, on fonctionne l'être humain fonctionne comme ça, je crois. A Ouais. besoin de se prendre à un mur pour réagir, bah, voilà. Ouais. Et en même temps, moi, j'aime bien aussi partager le fait que faire des thérapies et travailler sur soi, il faut pas être fou et c'est pas négatif et ça apporte tellement de choses et c'est un des messages que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. C'est important d'apprendre à se connaître et apprendre à comprendre certaines choses et voir comment on peut faire des choses différemment parce que il y a beaucoup de gens, je pense, qui subissent aussi les choses et qui se disent: «Ben, c'est comme ça et je vais passer au travers et un jour ça ira mieux». Ben se faire accompagner, se faire aider aussi et comprendre les choses et faire potentiellement les choses différemment en se connaissant mieux, ça ne peut que aider, je pense aussi, pour la suite, quoi. 100 que ce soit par de la thérapie, par du coaching, par, tout ce qu'on veut. Mais oui, oui, l'accompagnement, c'est hyper bénéfique et d'ailleurs, je me rends compte que, tu vois, depuis que j'ai commencé le coaching, là pour, entre guillemets «l'intention de créer mon entreprise», bah, depuis, j'ai jamais arrêté de me faire coacher, en fait et ça me aussi, ça me
bah, ça me nourrit, ça me fait avancer. Donc oui, 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 un grand oui pour ça. C'est sûr. On est bien d'accord. Et alors, comme tu le sais, mon podcast, il s'appelle Gap de parents. Et donc, j'aime bien vraiment travailler et discuter, bah, justement de tous ces gaps, hein, comme on en a déjà parlé de quelques-uns. Mais tu pourrais me dire, parce que moi, je pense que le plus grand gap reste entre ce que j'avais imaginé de ma vie de Mmh. parent, de ma vie de maman, et la réalité. Il y a Mmh. vraiment quand même un énorme gap. Mmh. Quelle est pour toi potentiellement la plus grosse différence, qu'elle soit en positif ou en moins positif, peu importe, mais Mmh. entre ce que tu avais imaginé, te dire bah, finalement pas du tout, ou bien ah bah tiens ça j'aurais pas du tout imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, ouais, et ben, c'est une très belle question, Sophie, et je pense que jamais, jamais, vraiment jamais, j'aurais pensé avoir mes enfants, faire voilà, voilà, loin de ma propre famille en fait. Et ben, c'est ce que je vis au quotidien. Et c'est difficile de pas avoir de personnes ressources en fait. Donc je pense que c'est ça, entre ce que j'avais imaginé, si voilà un jour j'ai des enfants, tu vois, hyper proches, que ce soit physiquement, géographiquement, mais aussi bah, dans le fait de connaître, tu vois, ça, quand je pense que voilà mes enfants, oui, oui, ils sont proches de leur famille, mais au final, ils partagent pas le quotidien non plus, tu vois. Et ça me rend triste quelque part. Donc voilà, je pense que ça serait ça pour moi, entre ce que j'avais pu imaginer et ce que je suis en train de vivre depuis déjà plusieurs années finalement. Mmh. Mais du coup, c'est quoi ta plus belle ressource à toi pour justement pallier à ce village? On dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant. Je pense qu'on est beaucoup à manquer, qu'on habite au Canada ou n'importe où, finalement, on est beaucoup à manquer de ce village. Et Mmh. du coup, c'est quoi, toi, ta principale ressource pour t'aider à avancer dans ta maternité sans ce village, justement? Et ben moi, je pense que c'est vraiment tout le travail que je fais sur moi. Parce que je pense que cet espace-là, je l'aurais jamais eu en étant en France, par exemple. Donc je dirais ça. Je dirais que ça me permet ouais, d'avoir cette présence, et sans être, tu vois, dans le sacrifice ou quoi que ce soit. Mais je pense que je dirais ça. Ouais, Ouais. magnifique. Merci pour ça, Mathilde. Mhm. Et donc, on a quand même échangé sur pas mal de sujets Ouais. aujourd'hui. S'il y avait vraiment une seule chose que tu voudrais que les personnes qui nous écoutent retiennent, ce Hmm. serait quoi, dis-moi? Ton message principal d'aujourd'hui, ce serait quoi? Hmm. Je dirais aux parents de toujours se rappeler que ils sont les meilleurs parents pour leurs enfants. Parce que c'est vrai, en fait, voilà, je suis persuadée qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, «choisis pour rien», et voilà, et de le prendre, que ce soit, comme un cheminement, un enseignement, ce qu'on veut, mais de retenir ça, quoi. Magnifique. Bah, je propose qu'on se laisse sur cette magnifique conclusion et ce très beau message aux parents qui nous écoutent. Merci beaucoup Mathilde pour ton temps, d'avoir partagé de ta vie de maman, d'entrepreneuse, de femme, d'épouse. Merci pour ça. J'ai passé vraiment un magnifique moment avec toi. Merci Mathilde. Merci. Merci, merci à toi, Sophie, c'était super. À très vite et merci à tous d'être restés jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous partager vos retours sur les réseaux. Et peut-être Mathilde, on pourrait clôturer, pardon, je n'ai pas dit, si tu veux qu'on te retrouve quelque part, ou pas à partager aussi. Ben, écoute, oui, alors comme je suis en pleine transformation d'identité visuelle, et cetera, soit vous me retrouvez à Mathilde Thiésy, donc mon nom, mon prénom, soit, actuellement mon site, mais qui va être retransféré sur Mathilde Thiésy, c'est, Endo-Bloom. Voilà, et puis j'ai mon podcast aussi, sur lequel d'ailleurs tu avais intervenu, qui s'appelle Au cœur de mon cycle. Donc voilà, et puis Je les mettrai en description d'épisode parce que ouais, effectivement, super. pas mal de ressources aussi à aller chercher sur le magnifique podcast de Mathilde. Donc, je mettrai ça en description de l'épisode. Merci encore Mathilde. Merci à toi, Et à merci bientôt. à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode de Gap de parents. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook
pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.